Très chers téléspectateurs, nous sommes très heureux de venir partout où vous nous suivez pour votre nouveau numéro du magazine Genre et Volontariat. Nous sommes très heureux d'être reçus au Centre médical Diamant Kinshasa. Nous allons parler d'un sujet, l'hypertension artérielle. C'est quoi cette maladie? Comment prévenir? Comment guérir? Et notre interlocuteur par rapport à notre nouveau magazine, c'est le docteur Jean-Loup Atamboutou que je vais aller saluer. Bonjour docteur. Bonjour Symphorien. Ma première question, je veux poser la question au docteur Jean-Loup Atamboutou, c'est de nous présenter c'est quoi l'hypertension artérielle. Docteur, pouvez-vous expliquer aux différents téléspectateurs qui nous suivent c'est quoi l'hypertension artérielle? Par définition, l'hypertension artérielle est une maladie du système cardiovasculaire caractérisée par une élévation des chiffres tensionnels ou de la pression artérielle au-delà des normes reconnues mondialement ou selon l'OMS ou selon les sociétés savantes de cardiologie. Et là, la petite question que j'aimerais poser, qu'est-ce que nous devons comprendre par pression artérielle? C'est tellement technique, c'est tellement médical. Les téléspectateurs qui nous suivent voudraient comprendre c'est quoi une pression artérielle. La pression artérielle n'est rien d'autre que la tension qu'exerce le sang sur les parois des artères lorsque le cœur envoie ou pompe le sang dans tout l'organisme. C'est ce qu'on appelle la pression artérielle. Et là, par paroi, vous voulez parler des veines qui sont dans le corps humain? Oui, précisément des artères, parce que dans l'organisme, il y a les artères et les veines. Et en parlant de la pression artérielle, quand on parle de l'hypertension, on parle plus de la pression artérielle. C'est ça même qu'on dit. Donc c'est cette pression exercée par une colonne de sang au niveau des parois des vaisseaux et précisément des artères. Très chers téléspectateurs, le docteur Jean-Loup vient de faire un distinguo entre veines et artères. Ensemble dans la société, ne faisons plus cette erreur. Docteur, nous aimerions savoir qui peut être prétendu ou présenté sujet hypertendu. On dit d'une personne ou d'un patient, où on déclare un patient hypertendu lorsque, après avoir effectué 3 mesures à différents moments ou à différentes consultations, on fait le constat de cette élévation permanente de la tension artérielle. Vous comprendrez bien là que nous avons distingué l'élévation de la tension artérielle de l'hypertension. Parce que on peut avoir une élévation de la tension artérielle sans pour autant être hypertendu. Je m'explique. Au cours d'un stress important, lorsqu'on vous apprend par exemple que vous avez perdu un membre de votre famille, vous pouvez avoir une élévation de la tension artérielle, mais sans pour autant que ça soit de l'hypertension artérielle. Ou encore, après une activité physique, on peut avoir une certaine élévation de la tension artérielle, mais sans pour autant que ça soit de l'hypertension. Par hypertension, on entend la mesure par le moyen d'un appareil qu'on appelle le tensiomètre, la mesure de cette pression artérielle chez une personne qui est relativement dans des conditions calmes, mais chez qui on fait le constat des chiffres tensionnels toujours au-delà des normes requises, et cela à 3 moments différents, donc au cours de 3 consultations différentes. C'est-à-dire, un patient est venu aujourd'hui à une consultation aujourd'hui, on fait ce constat, on prodigue quelques conseils, on le met au repos, il revient au cours d'une 2e et d'une 3e consultation, on fait toujours le même constat de pression artérielle élevée. Dans ce cas-là, on peut déclarer une personne hypertendue. Là, j'ai bien parlé de la mesure de la pression artérielle avec un tensiomètre. Mais il peut aussi être déclaré hypertendu après certains examens, certaines analyses. Parce que lorsqu'il y a l'hypertension, cette hypertension s'accompagne aussi de certains signes où cette hypertension a un impact sur l'organisme de la personne. Donc on peut retrouver
les stigmates ou les signes de cette hypertension chez une personne au cours, par exemple, d'un examen qu'on appelle l'électrocardiogramme, ECG en sigle. Okay. Le CG peut nous permettre de voir, de distinguer que cette personne, effectivement, est hypertendue parce que nous retrouverons certains signes ou certains symptômes qui sont tributaires de l'hypertension artérielle. Donc là, j'ai donné l'exemple d'un examen. Donc il y a plusieurs autres examens qu'on peut faire et qui, grâce à la clinique, donc grâce à la prise de la tension artérielle et les résultats de ces examens, on peut déclarer une personne hypertendue. Docteur Jean-Loup, les chiffres, quels sont les chiffres que nous devons prêter attention pour savoir la tension est basse, haute? Voilà. Alors, mondialement, selon la plupart des sociétés savantes, notamment la société savante américaine de cardiologie, il est admis qu'une personne qui a une tension variant entre 120 mm de mercure pour la pression artérielle systolique, c'est-à-dire c'est la pression lorsque le cœur pompe ou se contracte. Si cette tension se trouve entre 120 et 129 mm de mercure, cette personne, on peut dire de cette personne qu'elle a une pression artérielle, mais aussi il faudra que la tension diastolique, c'est-à-dire lorsque le cœur est détendu, donc se dilate pour recevoir le sang, si cette tension se trouve entre 80 à 85 mm de mercure, on peut dire de cette personne qu'elle a une pression artérielle normale. Mais chez toute personne où on trouverait cette tension égale ou au-delà de 140 mm de mercure pour la pression artérielle systolique et supérieure ou égale à 90 mm de mercure, et si cette prise est confirmée à 3 reprises, on peut dire de cette personne qu'elle a une pression élevée. Et on peut déclarer cette personne hypertendue. Docteur Jean-Loup, quels sont les signes qui nous permettent de distinguer ou de dissocier que la personne est hypertendue ou il y a l'hypertension artérielle, ou plutôt parler des symptômes de l'hypertension artérielle? Alors, ça c'est sur laquelle j'aimerais insister, parce qu'il faut savoir que l'hypertension actuellement fait partie des maladies qui entraînent beaucoup de décès. Et sous d'autres cieux, ça fait partie des deuxièmes raisons de mortalité. Alors, ce que l'on devrait retenir, c'est que l'hypertension est une maladie qui peut rester pendant longtemps asymptomatique. Donc, la personne peut se plaindre de rien alors que cette personne est déjà hypertendue. Mais, quelquefois, les personnes peuvent constater les signes tels que les maux de tête, c'est-à-dire ce que nous on appelle dans notre jargon médical des céphalées, qui ne sont pas attachés à une autre pathologie, parce que généralement, lorsqu'on a des maux de tête, on pense toujours à la malaria, mais il peut s'agir aussi de l'hypertension, où la personne peut faire le constat d'une vision floue, d'une vision flouée, de la fatigue, des vertiges, mais j'insiste, dans la majorité des cas, l'hypertension peut rester pendant longtemps asymptomatique. Donc c'est une maladie fantôme? Fantôme, je ne sais pas, oui on peut le dire. Ou une tueuse silencieuse. Voilà, ce que nous devons dire, c'est une maladie qui évolue souvent en sourdine, avec des répercussions néfastes sur l'organisme et sur les organes cibles, sur les organes très importants, les organes nobles tels que les reins, le cerveau, le cœur. Donc d'où l'importance de ne pas attendre nécessairement de voir des symptômes pour, par exemple, connaître qu'on est hypertendu. C'est ce qui explique que, sur d'autres cieux, que dès qu'une personne atteint l'âge de 35 à 45 ans, on recommande un dépistage régulier pour être sûr que, ou vérifier qu'on n'est pas hypertendu. Très chers téléspectateurs, pour tous ceux qui atteignent 35 à 45 ans, le docteur Jean-Loup vient de l'expliquer, il faut faire des tests pour savoir si on est hypertendu. Et là, une question qui me vient à la tête, comment
découvrir qu'on est hypertendu, qu'on a l'hypertension artérielle? Bon, une des façons les plus simples, c'est tout simplement faire la mesure de sa pression artérielle. On peut soi-même à la maison Voilà. le faire. Donc, j'allais en venir. D'ailleurs, actuellement, ce qui est recommandé, c'est ce qu'on appelle l'automesure de la pression artérielle. Parce que le constat a été fait après plusieurs expériences que beaucoup de gens présentaient une élévation de chiffres tensionnels lorsqu'ils se présentaient à l'hôpital. C'est ce que nous on appelle l'effet blouse blanche, c'est-à-dire l'effet de venir à l'hôpital peut provoquer un certain stress qui peut élever la tension, et lorsque on mesure 3 fois cette tension, on peut faussement déclarer quelqu'un hypertendu, alors que si on prélevait cette tension à la maison, cette tension reste tout à fait normale. D'où toutes les recommandations demandent aux personnes de faire une automesure à la maison. Il existe actuellement des appareils assez faciles d'utilisation, des tensiomètres électroniques. Et déjà, j'aimerais insister sur ce point parce que beaucoup de personnes ont l'impression que utiliser un tensiomètre électronique va donner des chiffres qui ne sont pas réels. Mais actuellement, nous avons des bonnes marques qui nous donnent des chiffres relativement assez proches de la réalité. Donc, qui ont déjà une valeur prédictive ou une valeur qui peuvent nous indiquer ou nous avancer pour ce qui s'agit du dépistage. Donc, un appareil simple, c'est le tensiomètre. Donc, chaque personne peut acheter un tensiomètre et faire une prise à domicile ou demander à quelqu'un de lui faire une prise à domicile pour éliminer le stress qui peut faussement élever la tension. Mais une autre manière aussi, c'est, comme je l'avais déjà dit en amont, il y a des examens paracliniques qui peuvent nous aider à mettre en évidence les stigmates surtout, c'est-à-dire les traces que laisse l'hypertension au niveau de l'organisme. Okay? Par exemple, chez un hypertendu, si on fait un examen, un électrocardiogramme ou une échographie, on peut constater qu'il y a une dilatation d'une partie de son cœur. Okay? Parce que ce cœur-là travaille de façon un peu plus que d'habitude. Donc, il est obligé d'augmenter ses capacités pour vaincre cette résistance au niveau des vaisseaux qui créent l'hypertension, d'où on peut découvrir le stigmate de cette hypertension au niveau de ce cœur. Comme aussi, on peut voir ces stigmates au niveau des yeux. Hein, donc là, on parle des rétinopathies, donc des lésions qui se forment au niveau des vaisseaux des yeux. Donc ce sont autant d'examens qu'on peut passer pour pouvoir détecter ou voir qu'une personne a déjà les stigmates d'une hypertension et déclarer cette personne hypertendue. Très chers téléspectateurs, le docteur Jean-Loup insiste, et nous dans le magazine Genre et Volontariat, nous insistons. Habituons-nous à l'automesure de la tension artérielle pour prévenir de cette maladie, et dotons-nous des appareils de mesure de tension dans nos maisons. Et docteur Jean-Loup, une question, qu'est-ce qui peut entraîner l'hypertension artérielle chez un individu? Ça aussi, c'est une très bonne question. Dans la majorité des cas, jusque-là, il n'y a pas toujours de cause organique ou il n'y a pas toujours de raisons directes que l'on peut, qu'on peut détecter qui entraînent l'hypertension. Alors, dans ces cas-là, cette hypertension découle d'un certain dérèglement des mécanismes cardiovasculaires et rénales qui gèrent la régulation de la tension artérielle. Et là, on parle carrément de l'hypertension essentielle. Mais il existe aussi des cas où on peut épingler une étiologie, c'est-à-dire on peut mettre la main sur une cause. Alors, ces causes sont vraiment éclatées, donc il y en a beaucoup, mais on peut citer quelques-unes. Il y a par exemple des causes vasculaires, c'est-à-dire des causes liées directement aux vaisseaux, okay, aux artères. Certaines pathologies des vaisseaux peuvent être le point de départ
d'une hypertension. L'exemple, c'est par exemple la sténose bilatérale des artères rénales. Ça peut être un point de départ. Ou encore ce qu'on appelle les pathologies dues au dépôt de graisse au niveau des vaisseaux, donc les athéroscléroses. Okay? Mais il peut aussi y avoir des causes extravasculaires. Par exemple, quelqu'un qui souffre d'une insuffisance rénale, cette personne peut aussi développer l'hypertension artérielle. Quelqu'un qui a une maladie, les maladies générales ou certaines grandes maladies comme le diabète, par ses effets sur les vaisseaux, cette personne peut aussi développer l'hypertension artérielle. Même aussi certains traitements, par exemple les patients qui suivent un traitement fait de corticoïdes au long cours, c'est-à-dire par exemple les gens qui ont des rhumatismes, chez qui on est obligé de donner des corticoïdes au long cours, chez ces personnes aussi on peut voir éclore une hypertension. Donc la liste n'est pas exhaustive, il y a beaucoup des causes, mais dans la majorité des cas, c'est une hypertension essentielle, c'est-à-dire où on n'arrive pas à mettre la main sur une étiologie précise. Très chers téléspectateurs, si vous venez de nous prendre de court devant vos petites ou vos grands écrans, nous sommes au centre médical Diamant et nous échangeons par rapport à l'hypertension artérielle. Et là, nous allons poser une autre question au docteur Jean Lou. À quoi peut-on nous exposer l'hypertension artérielle? Ça aussi, c'est une très bonne question. Comme je l'avais quand même déjà dit en amont, c'est que l'hypertension artérielle, d'abord on l'a dit, est une maladie qui, en général, 2 fois évolue en silence, mais avec des conséquences sur certains organes nobles. Donc l'hypertension artérielle en elle-même peut entraîner des lésions au niveau des reins, c'est-à-dire l'hypertension par ses effets néfastes peut conduire à une insuffisance rénale. Elle peut aussi avoir des conséquences sur le cœur et aboutir à ce qu'on appelle une insuffisance cardiaque, c'est-à-dire une incapacité du cœur à pouvoir fournir de façon efficiente du sang oxygéné à l'organisme. Donc ce cœur-là est fatigué parce qu'il a trop travaillé, il a trop donné, il a essayé de compenser. Finalement, il n'arrive plus à donner ce qu'il faut pour que l'organisme puisse tirer ce qui est essentiel pour lui. Mais la tension élevée ou bien l'hypertension peut avoir aussi des répercussions sur le cerveau. Au niveau du cerveau, il y a des vaisseaux qui, par des micro-traumatismes, donc de cette tension élevée à répétition, fragilisent les vaisseaux au niveau du cerveau et être à la base de ce qu'on appelle des accidents vasculaires cérébraux, communément appelés AVC. Donc ils peuvent être hémorragiques ou même ischémiques. Et l'hypertension peut avoir aussi des conséquences sur la vue, okay? Parce que même au niveau des yeux, il y a des vaisseaux, et ces mêmes lésions causées au niveau de tous les autres vaisseaux, on peut aussi les retrouver au niveau des vaisseaux des yeux, donc, ce qui va aboutir à une baisse de l'acuité visuelle. Donc, je vous avais dit, parmi les symptômes, les personnes peuvent se plaindre d'une vision flouée. Donc, c'est la vision qui se détériore et l'hypertension peut carrément même amener à la cécité. Donc, la personne perd la vue. Okay. Et puis, bon, il y a d'autres conséquences aussi au niveau des vaisseaux eux-mêmes. Donc, ces vaisseaux se fragilisent et peuvent causer ce qu'on appelle des anévrismes. Ce sont autant de problèmes qui ont ce que nous on dit dans le jargon une forte morbidité, c'est-à-dire ont une capacité d'induire, de modifier, non seulement de conduire, donc de modifier l'état de santé dans un état qui n'est pas bon, mais aussi de conduire à la mort. Oh, voilà. Pour tous ceux qui souffrent de l'hypertension artérielle, comment guérir de cette maladie? Comment soigne-t-on cette maladie? Ça aussi, c'est une question très intéressante. Ce qu'il faut savoir, c'est que du moment où une personne a été déclarée être hypertendue, s'il s'agit d'une hypertension artérielle, il faudra savoir que cette personne a un traitement à vie. Okay? Si c'est une hypertension secondaire, la prise en charge sera
aussi bien axés sur l'étiologie, c'est-à-dire sur le problème qui a amené cette tension, mais aussi dans la prise en charge de l'hypertension, il y a la prise en charge des autres facteurs qui peuvent aggraver cette hypertension, ce que nous appelons les facteurs des risques cardiovasculaires. Donc, dans la prise en charge, le praticien, le médecin qui prend en charge un patient souffrant d'hypertension se devra de rechercher activement ces facteurs de risque, les corriger, de rechercher les possibles complications, les corriger et même de prévenir ces complications. Mais si je peux résumer, la prise en charge aura deux grands volets. Le premier volet, c'est ce que nous on appelle un volet non médicamenteux ou non pharmaceutique. C'est-à-dire, comme vous serez étonné de le savoir, on peut soigner son hypertension artérielle sans prendre des médicaments. Ou on doit soigner son hypertension artérielle en prenant des médicaments, mais en associant des mesures hygiéno-diététiques très importantes pour l'obtention d'un résultat optimal ou optimal. Okay? Donc, cette première étape concerne le régime alimentaire, parce que lorsque nous devons parler des facteurs de risque cardiovasculaires, vous verrez que le mode de vie, l'alimentation font partie des facteurs de risque cardiovasculaire. Une mauvaise alimentation peut en elle aussi, en communion avec d'autres facteurs, être à la base de l'éclosion d'une hypertension artérielle. D'où il est très important de prendre aussi en compte cet élément. Et hormis le mode de vie, la mauvaise alimentation, il y a aussi l'activité physique, qui est une deuxième partie du premier volet qui est très important. Une activité physique régulière permet d'améliorer significativement les chiffres tensionnels, avant même que l'on ne puisse prescrire aux patients un médicament. D'ailleurs, deux fois, il y a beaucoup de patients qui ne sont que sur ce traitement, c'est-à-dire chez qui on a prescrit un régime alimentaire adapté, où on supprime tous ces aliments ou toutes ces habitudes qui sont sujettes à provoquer ou à induire l'hypertension artérielle et auxquelles on associe l'activité physique et on a de très bons résultats juste avec ces deux. Et ensuite, si c'est nécessaire ou si les facteurs de risque sont tellement importants, on devra ajouter à cela des médicaments pour la prise en charge, pour normaliser cette tension, mais aussi pour prendre en charge les autres facteurs de risque, comme on a dit. Donc, docteur, vous avez dit quelque chose qui est très important, la qualité de vie, l'hygiène de vie. Par exemple, veuillez insister auprès des téléspectateurs ces aliments-là qui causeraient ou provoqueraient l'hypertension chez un individu et le sédentarisme, ne rien faire toute la journée. Expliquez aux téléspectateurs, par exemple, qu'est-ce qu'il y a, quels sont les aliments qu'on ne doit pas consommer qui provoqueraient l'hypertension chez un sujet. Le premier aliment que malheureusement nous aimons beaucoup, c'est le sel. Le sel, la consommation abusive ou excessive de sel constitue aussi un facteur de risque dans la survenue de l'hypertension. Donc la réduction de la consommation de sel contribue déjà grandement aussi à l'amélioration des chiffres tensionnels. Mais il y a aussi le gras que nous retrouvons dans notre petit déjeuner, dans notre repas, dans notre petit déjeuner, dans le beurre que nous aimons bien, la mayonnaise, les charcuteries. Okay? Les matières grasses retrouvées dans ces aliments sont incriminées en grande partie dans la survenue des maladies cardiovasculaires et de l'hypertension. Donc, il en va de soi que pour éviter, dans la prévention ou pour améliorer les chiffres tensionnels lorsque c'est déjà une personne hypertendue,
il faudra supprimer dans son alimentation ces aliments gras qu'on retrouve dans la viande rouge, qu'on retrouve dans le beurre, dans les charcuteries, la mayonnaise et aussi le cholestérol qu'on retrouve dans les œufs que nous affectionnons beaucoup, surtout les personnes qui aiment les omelettes 200 pages. Donc vous verrez, il y a des gens qui aiment les omelettes bien fournies, alors que selon les recommandations de la majorité des sociétés savantes en diététique, il est recommandé de ne prendre qu'un seul œuf par semaine. Mais chaque matin, vous trouverez sur nos tables un bon plat d'omelette, comme je l'ai dit, 200 pages. Mais il y a aussi l'alcool. Okay? L'alcool aussi fait partie, l'alcool et le tabagisme font partie aussi de ces habitudes de notre mode de vie qui contribue à l'éclosion ou sinon pas à l'aggravation de l'hypertension. Donc si on veut on veut prévenir l'éclosion de l'hypertension artérielle ou on veut améliorer sensiblement ces chiffres tensionnels, il suffit de mettre une croix sur tout ce qu'on vient de citer pour voir ces chiffres tensionnels s'améliorer de façon significative. Docteur Jean-Loup, nous tendons déjà à la fin de notre entretien qui est vraiment fabuleux. Par rapport à l'exercice physique, quels sont les exercices que l'on doit pratiquer? Faut-il être nécessairement sportif pour éviter l'hypertension? Et nous allons terminer par la prise en charge médicale de l'hypertension artérielle au sein du centre médical Diamant Kinshasa. Si vous pouvez nous en dire plus. Bon, pour ce qui s'agit de l'activité physique, il est recommandé d'avoir une activité physique régulière. Bon, la notion de régulière peut être modulée ici. On peut, c'est-à-dire avoir au moins 3 fois la semaine une activité physique d'au moins 30 minutes. Et ce qui est recommandé, ce sont les activités physiques d'endurance. Parce qu'on peut avoir aussi d'autres types d'activités physiques. Par exemple, l'haltérophilie, c'est une activité physique, okay? Mais elle se fait de façon statique. On recommande les activités physiques d'endurance, c'est-à-dire par exemple la marche, okay? Le vélo, la natation, la gymnastique, okay? qui s'instaurent dans la durée. Alors que deux fois, ces autres types de sports se font sans mouvement. Donc ce sont des efforts assez brutaux, assez brusques, alors que ces autres activités physiques sont des activités assez douces que tout le monde peut pratiquer aisément. Okay? Comme vous l'avez si bien dit, est-ce que c'est seulement les sportifs? Non, tout le monde peut faire du sport, sans être entre guillemets sportif. Okay? C'est pour cela que la plupart d'études menées ont vu que les activités physiques d'endurance avaient un impact significativement positif sur l'amélioration des chiffres tensionnels que les autres types d'efforts qui faisaient travailler le cœur pratiquement avec peu d'oxygène, alors que les autres faisaient travailler le cœur avec assez d'oxygène et entraînaient une certaine dilatation des vaisseaux, donc d'où une baisse de la tension artérielle. Et là, par rapport à la prise en charge au sein du centre médical Diamant, au sein du centre médical Diamant, la prise en charge de l'hypertension artérielle, si nous devons le dire, c'est une prise en charge d'abord multidisciplinaire, c'est-à-dire il n'y a pas que le cardiologue qui prend en charge le patient. Donc il y a le cardiologue, le médecin généraliste. Je vous ai dit que l'hypertension artérielle pouvait entraîner des lésions au niveau des reins, donc le néphrologue, au niveau des yeux, il y a l'ophtalmologue. Okay? Donc cette prise en charge est multidisciplinaire. Elle est opérationnelle. Pourquoi je dis opérationnelle? Parce que dans notre prise en charge, le but ou l'objectif, ce n'est pas que de baisser la tension artérielle. Parce que il y a plusieurs années, on pensait que soigner l'hypertension, c'est seulement baisser la tension. Nous intégrons d'autres notions parce qu'actuellement, le but, ce n'est plus de baisser la tension, mais nous sommes engagés dans un processus où les praticiens vont à la recherche active des autres facteurs de risque cardiovasculaire,
à travers un interrogatoire assez poussé, un examen clinique poussé, mais aussi à travers les examens paracliniques, comme je vous ai dit. Donc, on fait un électrocardiogramme, les examens d'échographie, une protéinurie à la bandelette ou une protéine de 24 heures. On fait le lipidogramme du patient, donc voir si, en plus de son hypertension, il n'y a pas un problème au niveau du cholestérol, il n'y a pas un problème au niveau de l'acide urique. Donc, on recherche tous les facteurs de risque cardiovasculaire et ainsi, il est décrit un profil pour chaque patient. Parce que la prise en charge ne peut pas être la même pour chaque patient. Donc, il est décrit un profil pour chaque patient et c'est en fonction de ce profil qu'un programme de traitement est mis en place où nous aurons d'une part les mesures hygiéno-diététiques et l'activité physique adaptée au profil du patient avec l'intervention du nutritionniste, de l'ophtalmologue, comme je vous ai dit, et aussi ce profil nous permettra aussi le choix de la thérapeutique, c'est-à-dire c'est vrai qu'il y a beaucoup de médicaments qui soignent l'hypertension. Il y a 5 grands groupes. Tous ces 5 grands groupes s'équivalent pour ce qu'il s'agit de baisser la tension, mais en fonction du profil, il y a des molécules qui seront privilégiées par rapport à d'autres, par rapport au profil décrit. Et puis, il y a une autre notion, c'est que chaque patient sera soigné en fonction de son problème, donc de son profil. Donc c'est un peu ça, si je peux résumer, comment se fait la prise en charge. Donc ça commence par les consultations du généraliste, du cardiologue, l'implication des autres spécialistes en fonction de ce qu'on trouve, la réalisation de certains examens de laboratoire pour rechercher tous les autres facteurs de risque cardiovasculaire, la définition d'un profil pour le patient et puis l'établissement d'un plan de traitement, mais tout en intégrant aussi que nous allons en avant en prévenant les possibles complications, c'est-à-dire on recherche, s'il y en a, s'il n'y en a pas, on les prévient déjà. Donc c'est tout un plan établi qui nous permet d'avoir une prise en charge optimale du patient dans toute son entièreté. Très chers téléspectateurs, la prise en charge des patients de l'hypertension artérielle au sein du Centre médical Diamant est multidisciplinaire, opérationnel et tenant compte du profil de chaque patient. Nous étions au Centre médical Diamant Kinshasa. Nous avons échangé avec le docteur Jean Loup. Quant à moi, je vous dis merci, à la prochaine. À la prochaine.